Dans un premier temps, donc, je vais commencer par la table ronde de haut niveau virtuel que vous avez organisée cette semaine dans le cadre donc, du New York Forum Institute sur le thème pour un monde résilient, l'appel de l'Afrique en faveur d'une nouvelle gouvernance mondiale. Quels sont les deux, trois messages forts qu'on peut retenir de ces échanges, M. Le premier message, il est incontestablement celui du rappel, si besoin était, que malgré, comme le disait le président Issoufou du Niger, les Cassandres et tous ceux qui prévoyaient que l'Afrique allait s'effondrer, que ça allait être un cataclysme, qu'il allait y avoir un anéantissement, un tsunami, pour ne citer que quelques mots qui ont été prononcés, eh bien, qu'à cela ne déplaise, l'Afrique est debout. Certes, l'Afrique est touchée, certes, l'Afrique est impactée, comme un grand nombre de pays, mais paradoxalement, bien moins à l'échelle du continent que certains pays. Et qu'aujourd'hui, eh bien, les systèmes sanitaires répondent à la demande, que certes, il y a un certain nombre de décès, mais que le pourcentage reste extrêmement faible par rapport à ce qui se pratique ailleurs. Et globalement, ça c'est le premier message, c'est un message, je dirais, de réalisme mélangé à de l'optimisme. Je crois que c'est un message fort et c'est ce qui justifiait cette notion de résilience de l'Afrique que nous avons voulu rappeler et mettre à l'honneur. Le deuxième message, il était incontestablement un message économique. L'Afrique n'est pas épargnée et elle ne le sera pas. La planète entière subit un véritable cataclysme économique. Le fait d'être confiné pendant des semaines et des semaines fait que toutes les activités sont à l'arrêt. Et quelle serait donc l'industrie qui ne serait pas impactée? Pour autant, si l'Afrique, et si on veut aider l'Afrique à redémarrer, il faut à un moment donné l'aider au niveau de sa dette publique, et puis de voir quel raménagement on fait sur les dettes commerciales. Il y a eu un appel haut et fort, solidaire, des 5 chefs d'État, et je crois qu'ils sont suivis par un grand nombre d'autres chefs d'État, sur une réflexion profonde qui se poursuit depuis plusieurs semaines sur une annulation de la dette publique. Et puis un réaménagement de la dette commerciale, parce que ce qu'il faudrait éviter, c'est que les investisseurs se mettent à tourner le dos à l'Afrique, convaincus ou persuadés que l'Afrique ne remplit jamais ses engagements ou qu'elle ne sera pas amenée à les remplir. Et puis le troisième et dernier message, c'est celui fort du président Kenyatta, qui, quand on lui a posé la question quel était le conseil ou l'avis qu'il faisait auprès des dirigeants du G20, cette grande puissance, eh bien sa réponse a été sans appel, ça a été de dire, plutôt que de considérer que l'Afrique est un problème, il faut en partenariat nous amener autour de la table parce que nous pouvons être une partie de la solution. Et je crois que ça a été les 3 messages forts de cette table ronde. Tout à fait. Donc, le message était bien perçu comme quoi l'Afrique était une solution, non pas un problème. Donc, pour reprendre vos mots et les mots de M. Kenyatta, donc, lors de sa conclusion, et cette dette ne représente aujourd'hui que 2% des montants mobilisés par les pays développés pour riposter contre le Covid, contre la crise sanitaire. Quand on compare en termes de proportion, c'est peanuts par rapport à ce que l'Afrique demande aujourd'hui. Et vous pensez que c'est une demande qui est accessible à ces pays développés pour aider l'Afrique à sortir de cette… Je crois qu'elle est accessible, je crois qu'elle est souhaitable et je crois qu'elle est indispensable parce que l'Afrique n'a rien demandé. Elle a été totalement impactée par ce virus et que c'est un continent qui essaye d'avancer dans un grand nombre de domaines et il faut incontestablement l'aider. Au même titre qu'il y a des stimulus économiques massifs qui se font au niveau de l'Union européenne, qui se font au niveau des États-Unis, au même titre que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale aident un très grand nombre de pays, je crois qu'il est important de se pencher sur cette question et de la résoudre extrêmement rapidement. Et je crois que la Chine, qui est un des très grands débiteurs de l'Afrique, peut vraiment, significativement faire cet effort, à elle seule déjà. Si la Chine se mettait à annuler cette dette, je pense que ce serait un signe extrêmement positif. Et puis, même si elle n'est pas dans l'absolu responsable de ce virus, quelque part, il est parti de là-bas et il a fait des dégâts considérables. Et je crois qu'à un moment donné, il faudrait que la Chine assume une part de ses responsabilités.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, comme vous le savez, l'Afrique aujourd'hui doit, à marche forcée, continuer son industrialisation, doit absolument avoir un maximum d'industrialisation précisément et d'infrastructures, et que tout cela fait qu'on ne peut pas pénaliser l'Afrique également sur tout ce qui sera le changement climatique et les autres indemnités qui sont envisagées. Donc oui, il est temps, comme le disait le président Macky Sall et le président Issoufou, dans cette notion de réinventer un ordre nouveau, un monde avec un ordre nouveau. Je crois qu'il est temps de faire une formule un peu de reboot en informatique que vous connaissez bien, ou de reset pour passer à la version 2.0 ou 3.0 d'une Afrique qui a des fondamentaux plus solides. Très bien. D'aucuns disent qu'il fallait justement faire un audit de cette dette que la population n'a pas demandé. Hein. Donc, c'est une dette qui est colossale, peut-être qui est mal gérée, qui n'a pas été destinée à mettre en place des infrastructures utiles à la population. Si on devait faire cet audit de cette dette, est-ce que ça permettrait de réorienter par la suite les nouveaux mécanismes qui seront mis en place pour justement tirer profit de cette dette pour développer le continent? Je pense qu'un audit est toujours nécessaire. Je pense qu'un audit ne peut qu'apporter des réponses solides et tangibles à toutes les critiques éventuelles. Je pense que ça va permettre également d'apporter de la transparence, ce dont le continent africain, comme tous les gouvernements, ont besoin. Et je crois que si vraiment chacun se prête à cet audit pour savoir à quel effet ont été utilisés les financements qui ont créé la dette publique, ce sera toujours très important pour une meilleure compréhension du citoyen. Et c'est valable en Afrique comme dans beaucoup d'autres pays. Les montants des dettes ont atteint des montants faramineux, des niveaux astronomiques, et le citoyen lambda ne comprend plus pourquoi est-ce qu'il doit lui-même contribuer à ce remboursement sur quasiment plusieurs générations. Je crois qu'il faut avoir aujourd'hui un discours de transparence, de franchise, d'honnêteté intellectuelle. Certains chefs d'État sont prêts à le faire parce que cette dette n'est pas le fait que d'un dirigeant à un moment donné dans un pays. Elle remonte sur des décennies. Donc, plusieurs dirigeants sur chaque pays ont été quelque part co-responsables de cette dette. Encore faut-il savoir à quoi cette dette ou ces dettes ont été utilisées, qu'est-ce qu'elles ont financé. Très bien. Pour parler de vous, M. Athias, donc votre destin est également lié à ces rencontres et à des conseils que vous apportez au chef d'État. Donc, de Davos à New York Forum Institute, dont vous avez parlé tout à l'heure, en passant par Paris, donc le sommet France-Afrique 2020 qui devait se tenir au mois de juin. Vous continuez à mobiliser les grands de ce monde autour de grandes rencontres internationales. Qu'est-ce qui vous fait courir aujourd'hui, M. Athias? Vous savez, ce qui me fait courir, c'est tout simplement le fait que depuis 30 ans, plutôt que d'être un ingénieur de formation du génie civil qui devait construire en théorie des ponts et des barrages, j'ai choisi de construire des ponts entre les hommes et les femmes et de vraiment servir d'être un catalyseur entre différentes générations, entre le secteur public, le secteur privé, les investisseurs, les pays, les projets, pour essayer de bâtir un monde meilleur, pour essayer que les jeunes générations ne soient pas sacrifiées et qu'elles aient des emplois. Et bien entendu que l'Afrique était un terrain privilégié, puisque mes racines, comme vous l'avez très gentiment rappelé tout à l'heure, sont des racines nord-africaines au Maroc, où j'y ai passé des moments exceptionnels, mais très vite, après avoir quitté le Maroc à l'âge de 15 ans, 16 ans, j'y suis revenu 15 ans plus tard, dès que j'ai fini mes formations et dès que j'ai commencé à travailler dans ce secteur de la communication. Très vite, l'appel est revenu et j'ai commencé très vite à retravailler sur des projets importants au Maroc, en Afrique subsaharienne, au Sénégal, au Congo et ailleurs. Donc, il n'y a rien de particulier qui me fasse courir, il y a juste un sentiment de vouloir profondément aider, appuyer ce continent où j'ai des attaches affectives très fortes, où je me sens bien, où j'ai de vraies racines et où je sais pertinemment que je dirais la valeur ajoutée numéro 1, la richesse numéro 1 de ce continent en général, des 54 pays, ce sont ces peuples, ces tribus, sa jeunesse, cette génération qui a une
une envie, une rage, j'ai presque envie de dire, pas nécessairement de réussir, mais de montrer qu'elle sait, qu'elle peut pouvoir faire, qu'on peut compter sur elle et qu'il ne faut pas sans arrêt vouloir la mettre à genoux parce qu'elle a au fond d'elle-même des idées, de la création, de la solidarité, des valeurs qui sont d'ailleurs des valeurs générationnelles liées à la famille. Et voilà, tout ça m'attache profondément. Et dès que je peux mettre l'accent, les projecteurs sur mon continent, je le fais et je continuerai à le faire, que cela ne déplaise à certains qui pensent qu'il y a toujours des petits objectifs mercantiles. Et vous êtes bien placé pour savoir que d'ailleurs, la dernière table ronde que nous avons utilisée, elle a été faite par notre fondation à but purement non lucratif. Et plus j'aurai l'occasion de le faire, plus je le ferai. Tout à fait. Ce que beaucoup ignorent aujourd'hui, M. Akas, c'est que vous êtes africain, natif donc de Fès au Maroc. Et en tant qu'Africain, vous avez toute la légitimité, comme vous voulez le dire, pour investir sur le continent et apporter ces solutions dont vous avez parlé, donc des ponts entre les hommes. Mais les gens ne le savent pas suffisamment. Est-ce que vous continuez à revendiquer votre africanité? Écoutez, on n'a pas à revendiquer. Elle est en moi, elle est en mon ADN. Je suis très attaché à mon pays, chacun le sait. Je suis très attaché à mes amis africains. J'ai beaucoup de racines, de projets. Mes collaborateurs, j'ai réussi, quelles que soient leurs origines, à leur transmettre cet amour du continent africain. Ils étaient tous tellement heureux, il y a quelques jours, de contribuer à cette table ronde. Ils n'ont qu'une hâte à chaque fois, c'est que de retourner sur le continent pour travailler dans tous les pays où nous avons opéré ces dernières semaines ou ces derniers mois, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Togo, que ce soit au Niger, où nous avons récemment organisé le sommet de l'Union africaine, que ce soit au Gabon, où nous avons eu 5 éditions du New York Forum Africa, que ce soit au Rwanda, où nous avions fait les assemblées générales de la BAD, que ce soit également en Côte d'Ivoire, où nous avons fait les Jeux de la francophonie, j'en passe et des meilleurs. Donc, incontestablement, il y a un attachement profond et aujourd'hui, l'Afrique peut compter sur moi et j'espère que je peux compter sur elle. Donc, comme on le disait, donc vous êtes l'homme qui murmure dans les oreilles des grands hommes de ce monde. Qu'est-ce que vous leur conseillez, qu'est-ce que vous leur apportez d'unique en ce sens-là, monsieur? Écoutez, ce serait trop prétentieux de dire qu'on murmure à l'oreille d'un chef d'État. Non, ce que nous essayons de faire, c'est, dans le cadre de nos activités de communication stratégique, c'est d'aider des pays, des gouvernements et des entreprises à développer leur influence, à mieux positionner leur image, à mieux faire comprendre leur stratégie et leur vision, et donc à affirmer leur marque. Car chaque pays est une marque, au même titre que votre magazine et votre groupe d'édition sont une marque dans un secteur bien précis que vos lecteurs et vos auditeurs perçoivent et vous différencient. Eh bien, ça n'est pas différent pour un pays ou pour une marque commerciale. Donc, ce que nous essayons, c'est de conseiller aux chefs d'État d'analyser ce qui les différencie d'autres pays, que ce soit d'autres pays sur la planète ou d'autres pays dans la région ou d'autres pays même sur le continent. Qu'est-ce qui fait, si je suis investisseur, que je dois plutôt aller investir au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire plutôt qu'au Mali plutôt qu'au Rwanda plutôt qu'en Afrique du Sud? Tous les pays méritent de l'investissement international, mais chacun a sa spécificité, que ce soit dans les chaînes alimentaires, dans l'agroalimentaire, dans le riz, même au sein de l'agroalimentaire, il y a, comme vous le savez, des spécificités dans chaque pays. Et nous essayons d'aider ces chefs d'État, ces chefs de gouvernement à exprimer ce qui les différencie, ce qui fait qu'ils sont des terres et des chemins et des voies d'investissement possibles. Et c'est ainsi que nous bâtissons pour eux des stratégies de communication et parfois que nous développons, nous créons des plateformes, qu'elles soient plateformes sous type de forum ou autres, qui permettent d'abord d'attirer ces différentes audiences pour mieux connaître les pays et ensuite pour aussi établir ces fameux ponts dont je parlais, ces liens qui permettent de monter des projets gagnant-gagnant. Voilà ce qui est nous sommes un peu modestement des architectes au service de différents pays. D'accord. Quand on connaît la configuration de l'Afrique avec des problèmes politiques, des problèmes de dictature, etc., est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui de refuser certaines missions, certains clients qui vous approchent?
Écoutez, fort heureusement, je n'ai pas été approché jusqu'à présent par des dirigeants qui mériteraient qu'on leur tourne le dos, mais je raisonne toujours en fonction des populations. Je pense que quand on veut aider un pays, ce n'est pas nécessairement aider uniquement son dirigeant, c'est aider des populations. Et ce n'est pas parce qu'un peuple a à sa tête parfois un dirigeant qui n'est pas des plus politiquement corrects, on va dire, qu'il faut tourner le dos au pays et à ses populations. Au contraire, il faut parfois être extrêmement provocateur avec le dirigeant, l'obliger à se remettre lui-même en question. Je ne citerai personne, mais ça nous est arrivé à une ou deux reprises sur le continent d'obliger le dirigeant à se remettre en question et à accepter des choses qu'il n'avait jamais acceptées pour créer de l'ouverture, pour créer de l'inclusion. Vous savez, je vais abandonner l'Afrique pour 15 secondes. En 2008, il m'a été donné de contribuer à l'organisation de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en Chine, à Pékin. Tout le monde à cette époque tournait le dos à la Chine, appelait au boycott de la Chine. Et puis nous avons tenu bon parce que nous avons pensé avec très grand nombre d'autres acteurs qu'il était important que cette cérémonie d'ouverture explique aussi ce que la Chine avait de bon. Et finalement, tous les chefs d'État qui appelaient au boycott sont venus en Chine, sont venus à Pékin. Et aujourd'hui, tout le monde essaye de faire du business avec la Chine qui, grâce à cette ouverture, s'est remise en question. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui, elle est absolument parfaite et que c'est un modèle de démocratie, loin de là. Mais par contre, elle a beaucoup progressé. Et cela est valable pour l'Afrique comme pour beaucoup d'autres, je dirais, pays et démocraties occidentales qui parfois auraient aussi des leçons à prendre d'ailleurs. Donc, nous ne faisons pas de politique, nous sommes un acteur qui vraiment est au service de l'économie, de l'image, du social, de la culture des pays qui nous font confiance. Très bien. Aujourd'hui, si cette crise arrivait à persister davantage dans la durée, comme nous ne le souhaitons pas, quel serait l'avenir des conférences physiques que nous connaissons aujourd'hui? Donc, il y a pas mal de choses qui ont été annulées, notamment le sommet Afrique France 2020. Et on a vu la dernière fois peut-être quelques problèmes techniques liés à la conférence virtuelle. Comment voyez-vous l'avenir des conférences? Je pense que malheureusement, nous vivons une période qui va peut-être être un peu plus longue qu'on ne le pensait, mais elle ne sera pas éternelle. C'est ma conviction profonde. Quand je vois que le président Trump envisage déjà d'organiser le prochain G7 de façon physique, face à face, en juillet aux États-Unis, quand je vois que le président Macron appelle déjà à l'organisation d'une conférence One Planet Summit en janvier 2021, tout ça, c'est dans 6 mois. Donc, je suis convaincu que la machine va repartir, que le virtuel fera partie, mais ne sera pas la voie dominante des événements internationaux, tout simplement parce que c'est pratique. Mais ça n'est pas une fin en soi, vous l'avez très justement souligné. Cet aspect virtuel des événements peut représenter des risques techniques majeurs parce que nous ne maîtrisons pas toute la chaîne qui se met en place pour faire un événement virtuel. Nous ne pouvons pas, nous, aussi bons ou pas que soit une agence d'organisation ou de communication, on ne peut pas garantir la qualité de l'Internet, on ne peut pas garantir la qualité de la Wi-Fi, on ne peut pas garantir la qualité de l'ordinateur même de la personne qui est de l'autre côté de la planète pour se connecter. Donc, je pense que les grands événements physiques vont continuer. Ils vont, bien entendu, devoir répondre à certaines normes pendant les mois qui viennent sanitaires, qui vont inclure ces notions de distanciation sociale, de protection des uns et des autres, mais le virtuel ne sera qu'une composante de la supply chain, comme on dit. Voilà, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être plus tolérant sur le fait que sur les X intervenants de la conférence, un petit pourcentage pourra se joindre virtuellement pour apporter sa contribution dans les semaines et les mois qui viennent. Des solutions hybrides entre virtuel et digital. Oui, c'est ce que j'appelle le hybride, c'est-à-dire qu'on va connaître à un moment donné, je pense, sur les 6 à 12 mois qui viennent, un grand nombre d'événements de tout type qui seront hybrides, où il y aura à la fois du physique et à la fois du virtuel qui vont se combiner.
Tout à fait. L'Afrique, donc c'est la troisième partie de cet entretien, c'est la digitalisation du continent. Donc on aborde aujourd'hui l'ultra-digitalisation de l'Afrique du monde. L'Afrique muse sur cette digitalisation pour sauter des étapes. Comment voyez-vous l'Afrique de demain dans le cadre donc, de cette digitalisation? Quelles sont les priorités sur lesquelles l'Afrique devait axer ses objectifs pour atteindre les objectifs, notamment il y avait beaucoup d'objectifs du développement durable, comme la lutte contre la famine, l'éducation, la santé, etc., qui sont misés sur le digital. Je pense que dès 2010, donc il y a près de 10 ans maintenant, exactement, nous avons appelé haut et fort au cours des différents New York Forum Africa que nous organisions à Libreville sur le fait que l'Afrique devait sauter impérativement une génération en termes de digitalisation et que l'Afrique avait cette opportunité formidable de sauter immédiatement dans la 4e révolution industrielle, bien avant que d'autres en parlent. Tout simplement parce qu'il était évident que la jeunesse africaine, qui représente sa vraie valeur et sa vraie richesse, était déjà sensible à tous les outils. Vous savez mieux que moi que l'Afrique est un des continents où il y a pratiquement près de 2 téléphones portables par habitant. Et que le jeune Africain est avide de connaissances et il préfère se sacrifier sur énormément de domaines plutôt que de sacrifier son abonnement à son téléphone portable qui le relie à la planète, qui le relie au savoir, qui le relie à ses amis, qui le relie aux résultats sportifs, qui le relie à la musique et à la culture. Et donc, rien que pour cela, il faut absolument, absolument que l'ensemble des dirigeants, et pas que quelques-uns comme le Rwanda ou le Kenya ou le Sénégal, digitalisent leur pays. C'est impératif. Il faut, et je me réjouis de voir qu'il y a quelques semaines, il y avait ce projet de très grand câble sous-marin qui allait permettre de nouveau de connecter un très grand nombre de pays en haut débit, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si cette crise du coronavirus peut apprendre ne serait-ce que 2 choses, bien entendu l'aspect sanitaire, c'est-à-dire ce que tous les dirigeants ont pris conscience sur la planète, il faut consacrer du budget à tous les systèmes sanitaires, hôpitaux, médecins, infirmières, etc. Ça ne sert à rien de se dire une fois par an, le 31 décembre ou le 1er janvier, bonne année, bonne santé. Bonne santé, c'est tous les jours qu'il faut le souhaiter. Et c'est tous les jours qu'il faut agir pour que nous soyons en bonne santé. Ce n'est pas uniquement une fois par an. Et ça, j'espère que c'est un message très important dont vont prendre conscience les citoyens, les dirigeants, l'ensemble de la planète. C'est l'actif le plus précieux que nous ayons, la santé. Et puis à côté de ça, la deuxième leçon que l'on a apprise, c'est qu'en cas de grande crise, qu'elle soit pandémique ou autre, si l'on veut rester connecté, si l'on veut rester inclus, si l'on ne veut pas être rejeté, il faut qu'on ait accès à la technologie. C'est elle qui nous permet de nous faire livrer même des médicaments, c'est elle qui nous permet de nous faire livrer des objets, c'est elle qui éventuellement nous permet encore de continuer à éduquer nos enfants en ligne et ne pas sacrifier une génération qui, parce qu'elle n'ira plus à l'école, eh bien, sera une génération perdue, parce qu'elle ira vers le marché informel, elle n'ira plus à l'école, parce que les parents n'auront plus les moyens de les envoyer à l'école. Il faut absolument que l'on équipe l'Afrique en télécom et en ordinateur. Aujourd'hui, les ordinateurs ne coûtent rien. On n'a pas besoin d'avoir des outils super sophistiqués. Il faut absolument, et c'est un appel que je fais grâce à vous, si les grandes entreprises, si les grandes fondations internationales veulent aider aujourd'hui les jeunes Africains et Africaines, qu'ils leur offrent des ordinateurs. C'est ce que la fondation de mon épouse a fait dans certains pays. Dès qu'elle a la possibilité d'aider, ce qu'elle offre, c'est des ordinateurs. Parce que c'est vraiment quelque chose qui sert, qui est utile, comme je le disais, à l'une des choses les plus importantes, l'accession au savoir, à la connaissance et à la culture. Il y a tout un mouvement qui se met en place avec les startups, des innovateurs, etc., qui se mettent en place dans tous les pays. Aujourd'hui, le principal frein, c'est l'accès au financement. Comment les pays peuvent aider ces jeunes-là qui innovent tous les jours pour justement les aider à pousser et à agir, parce qu'ils quand même comprennent les enjeux locaux, ils comprennent les besoins de la population locale, ils peuvent y répondre. Mais le principal frein reste aujourd'hui les moyens financiers.
Écoutez, je vais être utopique. Je vais être utopique l'espace de quelques minutes. Si les pays se regardent le nombril, les dirigeants, et décident vraiment de réaffecter les masses budgétaires au moment où elles vont être amenées à faire le budget de 2021, en prenant le risque de diminuer les budgets de la défense, en se disant qu'on va essayer de vivre dans un monde de paix et qu'on réalloue ça à l'éducation et à la technologie. Si on essaye de regarder les projets d'infrastructure et qu'on redonne une priorité à ce qui est indispensable, à ce qui ne l'est pas, avons-nous vraiment besoin de, je dis n'importe quoi, ce complexe sportif qui peut-être ne servira que 3 fois dans l'année, alors que ces milliards de francs CFA ou autres peuvent immédiatement avoir un impact positif si on équipe nos jeunes, nos écoles en ordinateurs, en infrastructures, en 4 ou 5G. Je pense qu'il y a la nécessité absolue que les dirigeants aujourd'hui réfléchissent en chef d'entreprise et pas uniquement en politique. Et c'est ce qui fait que certains pays, comme les Émirats arabes unis, comme la Corée, avancent très vite parce que leurs dirigeants réfléchissent et dirigent leur pays comme ils dirigeraient une entreprise. Et que tous les ministres sont, on va dire, accountable, comme on dit en anglais, responsables de leurs faits et de leurs actes, et ils sont obligés de rendre des comptes sur les résultats. Et on est élu, nommé au mérite et au résultat. Il faut qu'il y ait une culture du résultat en Afrique. C'est indispensable, c'est impératif. Ce n'est que comme ça qu'aujourd'hui, on fera avancer le continent. Certains dirigeants, cette table ronde, ont mis en avant cette notion de fabriquer en Afrique. On en parle depuis très longtemps, la transformation en Afrique. Mais il faut que ça devienne une question qui n'est même plus une question. C'est impératif, c'est une loi, c'est une réglementation. On ne doit plus exporter des matières premières, sauf si elles sont transformées localement, que cela plaise ou non aux partenaires extérieurs. Les pierres précieuses, les matières naturelles, les biens alimentaires, tout cela doit être transformé en Afrique et cela peut être fait en Afrique. On voit des pays où même le diamant, qui est un bien extrêmement sophistiqué, eh bien, il y a des pays aujourd'hui, de mémoire le Mozambique, le Zimbabwe, où on a trouvé des femmes qui savent tailler le diamant au moins aussi bien que ce qui se fait à Anvers ou dans les autres capitales du diamant. Et donc, tant qu'à faire, produisons, transformons et exportons. Exactement, pour créer de la valeur. Pour revenir toujours sur la digitalisation, on a vu une vague de dynamique qui se crée autour de la fintech, donc de tout ce qui est transfert de monnaie. Aujourd'hui, quels sont les secteurs que vous voyez prioritairement bénéficier de cette transformation de l'Afrique pour créer justement des licornes, comme on l'a fait dans le domaine de la fintech? Incontestablement, la monnaie électronique, parce que vous avez un continent à 1 milliard et quelques d'individus. Donc, c'est la masse critique qui permet à une entreprise d'exploser. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de grandes sociétés ou de start-up ont explosé aux États-Unis? C'est parce qu'il y a la masse de 350 millions de consommateurs locaux. Si ce fameux traité de libre-échange se met en place finalement, qui a été signé à Niamey au Niger en juillet, et que malheureusement va être décalé pour les raisons que nous savons, mais s'il se met en place d'ici la fin de l'année et que nous avons une libre circulation de biens, de personnes, eh bien, si vous réussissez à l'échelle d'un pays sur le continent, vous allez pouvoir réussir à l'échelle de tout le continent. Et votre base potentielle de clients, elle est 1 milliard d'individus. C'est colossal. Donc, commerce électronique, incontestablement. Il faut qu'il y ait un Alibaba africain. Exactement. Il faut qu'il y ait ça a commencé avec Safari.com, mais il y a aujourd'hui de la place pour plusieurs leaders dans la monétique. Il y a incontestablement dans l'agriculture assistée par l'intelligence artificielle et par le digital un moyen d'exploser, de faire des champions dans le domaine agroalimentaire. Dans le domaine également de l'énergie renouvelable, notre continent a tout ce qui est nécessaire pour l'énergie renouvelable, le soleil, le vent et l'eau. Tous les éléments naturels, ce continent est béni. Il faut les utiliser, ces richesses naturelles, pour justement aller vers l'énergie renouvelable, qui est d'aujourd'hui
indispensable, c'est un non-retour. Nous allons aller vers les énergies renouvelables et vers tout ce qui est le développement durable. Donc, tout cela ne sont que quelques domaines sur lesquels on peut exploser. Et l'éducation. L'éducation, je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir de plus en plus d'opportunités pour développer dans le digital l'éducation en ligne, et pas uniquement parce qu'il y a eu le coronavirus, mais l'éducation en ligne va permettre à des jeunes qui sont dans des contrées éloignées et qui n'ont pas accès à une école de pouvoir accéder à l'éducation. Parce que si précisément on crée ce cercle vicieux d'Internet, ce cercle vertueux, vertueux, où on a l'ordinateur, la télécom, le réseau, et bien après, on va pouvoir donner le contenu. Et donc, il va y avoir un autre secteur, c'est le développement de contenu et de contenu multilingue. Bien sûr. Parce que l'Afrique a aussi multiples langages, le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, les dialectes. Donc, l'arabe en Afrique du Nord. Donc, franchement, l'horizon est illimité. Immense. Et ça passe fondamentalement par la formation, parce que c'est une question également qui est cruciale. Bien entendu, nous avions initié en 2014 un programme formidable dans le cadre du New York Forum Africa. J'avais suggéré à une dizaine de chefs d'État à l'époque de la CEMAC de lancer ce programme Train My Generation, c'est-à-dire de faire le constat qu'il y a aujourd'hui des jeunes diplômés qui malheureusement n'ont pas les bons diplômes. Ce n'est pas de leur faute. Leur passion était d'être avocat. Leur passion était d'être architecte. Mais aujourd'hui, le continent n'avait pas besoin nécessairement d'avocats ou d'architectes. On avait plus besoin de techniciens de maintenance. On avait besoin de directeurs d'hôtel, de directeurs de réception, de chefs cuisiniers. On a besoin d'infirmières, d'assistants médicaux. Et donc, d'aider à transformer les compétences. Justement, train ma génération, formons notre génération. Et j'avais proposé que l'on crée dans différents pays, dans chaque pays, une école d'adaptation des connaissances sur des programmes courts de 1 an qui permettent une fois, plutôt que de rester chômeur ou d'aller vendre des cigarettes ou je ne sais quoi sur les marchés informels, c'est d'aller pendant 1 an se reformer et des formations payées par des entreprises qui vous garantissent après un emploi parce qu'elles ont besoin de recruter ces main-d'œuvre spécialisées. Et je pense que ce programme, qui avait d'ailleurs été appuyé par l'OIF, et l'UNESCO doit se généraliser de façon globale. Et j'avais même proposé que les pays mettent la main à la poche et que s'ils mettaient quelques millions, le secteur privé met exactement la même somme. Et qu'on se soit un partenariat gagnant-gagnant. Et plutôt que de payer des bourses à perte pour faire des formations inutiles qui produisent des chômeurs, eh bien, recyclons cet argent dans de la formation professionnelle. C'est ce qui fait que l'Allemagne, grâce à sa formation professionnelle, a eu depuis des années un taux de chômage extrêmement faible. Parce que toutes les formations spécialisées ont permis immédiatement aux jeunes Allemands et Allemandes de trouver un emploi. Très bien. Vous êtes intéressable sur ces sujets-là et donc vous êtes très passionné, donc on le voit dans vos propos. Pour conclure, M. Athias, donc quels sont vos plus grands espoirs dans l'Afrique de demain ou dans le monde de demain? Écoutez, pour être tout à fait franc, je pense que mon espoir, c'est qu'on cesse à un moment de dire l'Afrique est le continent du futur, mais comme l'a très bien dit le président Kenyatta, c'est dès à présent le continent du présent. Voilà. C'est le continent du présent, c'est le continent avec lequel il faut travailler, c'est le continent dans lequel il y a des idées, des créations, les futures licornes, comme vous dites, unicornes. Voilà. On est déjà là. On ne va pas être là demain, on est déjà là. Et j'aimerais que cette perception soit acquise et que l'Afrique, ses dirigeants, soient autour de la table internationale, autour de la table de la globalisation. Que l'on continue à se battre pour avoir des sièges au Conseil, aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou que l'on continue à se battre pour essayer d'être dans des conseils internationaux, pour moi, est un véritable scandale. Et donc, je pense qu'il faut tout remettre à plat, revoir aujourd'hui les grandes organisations internationales, revoir aujourd'hui toutes ces grandes institutions et redonner ou donner à l'Afrique la place qu'elle mérite. À l'inverse, il faut que nous, les Africains, les dirigeants africains, les citoyens africains, faisons preuve d'un sens civique, d'un sens moral, d'une honnêteté intellectuelle très forte,
et que l'on retrouve ces valeurs fondamentales que sont précisément l'honnêteté et l'amour de son prochain.